Je m'appelle Louaba Dieudonné. Je suis congolais de père et mère, comme on aime le dire maintenant. Professeur d'université, docteur en droit et gestion de finances, avocat à la cour d'appel, recteur de l'université moderne de Kinkole. Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le journaliste de Géopolis, pour avoir pensé à moi à l'occasion de cet événement grandiose pour notre pays et venir m'interviewer autour de cette émission grand format de Géopolis. Et la date du 30 juin est une date commémorative de notre indépendance en tant qu'État. Vous vous souviendrez qu'en 1960, alors que nos pères d'indépendance se battaient pour cet événement, nous avons acquis la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960, il y a aujourd'hui plus d'une soixantaine d'années. Et cet événement tombe à point nommé quand on se souvient de ce que nous sommes en train de vivre maintenant autour de reliques du corps de notre premier ministre, héros national, Patrice Emery Lumumba, dont la dépouille est arrivée au Congo en provenance de notre métropole, donc de la Belgique, et avec tout ce qui est en train d'être fait en ce moment autour de ces deuils que nous voulons vivre ensemble, parti du Sankourou dans sa ville natale, vers le Lubumbashi, vers la Chouapa et très bientôt à Kinshasa. C'est vraiment une date mémorative. Tous les Congolais se souviennent de notre accession à l'indépendance nationale et internationale, bien entendu, comme État souverain. Et aujourd'hui, on va parler. Ok, d'emblée, quand on est devant le concept d'indépendance, on voit beaucoup plus ces aspects politiques, alors qu'il est important, comme vous le dites, c'est quand même assez particulier d'avoir pensé à ce concept, parce que l'indépendance politique ne vaut pas simplement et ne signifie pas directement indépendance politique, parce que sur le plan économique, la conception de l'indépendance politique, c'est le fait pour un pays d'avoir une autonomie dans la disposition de ressources, des moyens, des potentialités qui peuvent lui permettre de se suffire et d'émerger en tant qu'État. Vous savez, quand nous sommes dans un pays comme le nôtre, c'est vrai qu'au lendemain de l'indépendance politique, sur le plan économique, la République démocratique du Congo était un pays de référence, parce que on se souviendra que la monnaie nationale avait une valeur qui était même plus que le dollar américain à l'époque, et que autour de ce que nous avons comme potentialité chez nous, un auteur de notre siècle n'a pas eu tort quand il a déclaré que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait en République démocratique du Congo. Des potentialités sur tout le plan hydraulique, plan naturel, plan environnemental, plan humain. La République démocratique du Congo est un pays nanti de toutes ces potentialités-là. Et donc, penser à l'indépendance économique, à mon sens, serait effectivement avoir non seulement toutes ces ressources auxquelles je fais allusion, mais savoir les transformer chez nous pour faire de notre pays l'Eldorado, l'oasis où les gens peuvent venir investir en conditions de sécurité et de tranquillité et pouvoir transformer notre tissu économique, créer de la main-d'œuvre et faire de nous effectivement un pays indépendant qui peut vivre son économie naturellement à cause et grâce, j'allais dire, à ces potentialités. Mais aujourd'hui, ça pourrait effectivement devenir un leurre, parce que partie de cet élan économique, les régimes politiques qui se sont succédés ont indiqué chez nous que la politique avait de l'ascendance sur l'économie, de manière à ce que lorsque la politique n'est pas faite, n'est pas bonne, l'économie en pâtit, et nous nous sommes bien rendus compte qu'au-delà de toutes ces potentialités que nous avons chez nous, l'indépendance économique se trouve être un leurre, un mirage insaisissable, parce que du jour le jour, on essaie de fournir un peu plus d'efforts, mais ces efforts-là sont vains parce que tout simplement la gestion et la gouvernance des moyens financiers nous trahissent. Il faut un leadership de taille, une transformation
et une volonté collective de mieux faire. C'est vrai que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, la République démocratique du Congo est au bas de l'échelle en ce qui concerne les pays qui non seulement ont des potentialités et savent les transformer. Chez nous, il n'y a pas de transformation. Tout ce que nous avons comme minéraux, tout ce que nous avons comme potentialité, nous les avons dans cet état brut. Et toute forme de transformation se fait ailleurs. Ce qui fait que ceux qui transforment nos potentialités, nos minéraux, ont une plus-value. Et ces produits sont vendus à plus cher, compte tenu de cette plus-value, que nous n'avons pas chez nous. Encore faudra-t-il s'assurer que le secteur minier, par exemple, qui était considéré comme le poumon, pas qui était, mais qui se trouve être le poumon de notre économie. Quand vous exploitez ici les publications des auteurs, comme le professeur Mabi, sur la prédation de notre économie, il fait de ce secteur-là un secteur générateur de ressources suffisantes pour le compte du trésor public qui, lorsqu'il peut être géré rationnellement, peut ramener beaucoup de ressources au budget de l'État chez nous. Et vous savez que nous avons un budget aujourd'hui qui avoisine l'équivalence de près de 10 milliards de dollars américains. Nous venons de loin pour arriver là, parce que rappelez-vous qu'on avait le budget de 800 millions de dollars, le budget d'1 800 000 millions, 1 milliard 800 millions. Aujourd'hui, arriver à un budget de 10 milliards de dollars, c'est quand même des efforts herculéens qui ont été consentis avec le leadership au pays. Mais nous pensons que toute chose peut être faisable pour que d'ici à l'horizon 2050, par exemple, que la RDC soit un pays émergent. Parce que les statistiques nous indiquent aujourd'hui que nous sommes au bas de l'échelle, je le disais tout à l'heure, en tant que pays, alors que nous avons toutes ces potentialités, nous sommes comptés parmi les pays pauvres et même les plus pauvres du monde. Alors que la RDC, au regard de, pas seulement de dire, mais des réalités autour de ce que nous avons chez nous, notre tissu économique est potentiellement riche. Et si nous avons de la détermination et la volonté politique de mieux faire, je crois qu'on peut aller de l'avant et transformer totalement cet État. Oui, le secteur minier, nous l'avons dit évidemment, il est le secteur, un des secteurs les plus importants chez nous, mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le domaine de l'environnement. L'environnement, la République démocratique du Congo, c'est une réserve mondiale. Il suffit simplement que nous puissions gérer rationnellement nos ressources sur le plan environnemental. Nous avons suffisamment de gains, de moyens pour booster notre développement socio-économique. Mais le secteur minier reste le secteur considérable. Mais les minerais sont des ressources que nous avons évidemment, mais qui peuvent s'épuiser, c'est vrai. Ces ressources appartiennent à l'État. La domanialité publique fait que tout celui qui veut exploiter dans ce secteur obtienne de la part de l'État, qui en est le propriétaire, l'autorisation d'exploitation, de recherche autour des gisements miniers que l'on peut posséder. Mais toutes ces études de géologie doivent être suivies. Tous les services techniques qui interviennent dans ce secteur-là doivent chacun faire son travail et permettre à ceux qui viennent investir chez nous de rentabiliser leurs activités en même temps que le trésor public ou l'État peut effectivement et doit retrouver ce qui lui revient. Et à ce propos, il y a la dernière loi dans le domaine minier qui effectivement est venue transformer un certain nombre de choses pour pouvoir s'assurer de gains que l'État congolais, en tant que propriétaire de minerais, mais qui accorde de l'exploitation aux investisseurs qui viennent, se retrouvent en même temps que ceux qui viennent investir se retrouvent aussi. Et donc les dispositions de ce texte sur le code minier, la loi portant code minier, réajuste évidemment le régime et accorde des avantages tant aux investisseurs qu'à l'État lui-même pour qu'éventuellement, à travers ce secteur, nous puissions booster le développement socio-économique de notre pays. C'est vrai que beaucoup reste à faire. Sur le plan économique, d'abord, aujourd'hui, le monde entier est dominé par le phénomène de mondialisation. La globalisation financière des économies des États est une donne incontournable. Même les pays les plus nantis de la planète ont toujours besoin de concertation, du régionalisme et de la coopération avec les autres États, de manière à ce que la République démocratique du Congo ne reste pas à marge de cette réalité-là. Alors notre environnement économique est, on va dire, c'est vrai que nous luttons
du jour le jour pour assainir le climat des affaires. Mais là, il faut bien dire qu'on peut le considérer encore comme malsain parce qu'il faut se battre, il faut continuer à conjuguer les efforts pour maintenir le leadership. Mais vous voyez, nous sommes un pays au centre de l'Afrique, un pays puissant, évidemment, parce que nous faisons partie aujourd'hui de toutes les organisations à vocation régionale, sous-régionale en Afrique, comme le cas de la ZLECAf par exemple. On peut citer bien de structures. Mais cette mondialisation veut que nous puissions être en communion, en terme, en partenariat avec les autres pays voisins. Mais regardez ce qui se passe chez nous, par exemple, quand on regarde les voisins directs avec lesquels nous sommes en inimitié de manière continuelle. Alors, le développement, lorsqu'il doit être collectif sur base de ces paradigmes de mondialisation, nous impose à ce que nous puissions déjà avoir la paix et la sécurité, sans lesquels nul ne peut connaître un développement très très indiqué. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons aujourd'hui un leadership indiqué, politique, parce que quand on fait de la bonne politique, l'économie suit et tous les autres secteurs, le social, l'environnemental, si vous voulez, parce que l'humain est très maximalement utilisé lorsque cet humain sait qu'il se retrouve dans les conditions de rentabilité. Alors là, sur le plan économique, sur le plan de la gestion de nos finances, par exemple, les finances ne peuvent pas bien fonctionner derrière les bruits de bottes. Nul n'accepte d'investir là où on n'est pas convaincu de la rentabilité. Alors notre environnement économique est influencé par tout cela. Aujourd'hui, le monde entier a connu la pandémie de Covid-19 qui a eu beaucoup de conséquences négatives et néfastes sur la gestion et la rentabilité des économies des États. Nous ne pouvons pas dire cela en oubliant la guerre de l'Est, enfin la guerre non seulement la guerre de l'Est chez nous, mais aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes les conséquences que cela ramène pour les économies assez fragiles comme les nôtres. Nous sommes dans une économie extravertie, totalement tournée vers l'extérieur. Nous n'importons plus que nous n'exportons. Or, sur le plan international, c'est la loi du donner et du recevoir. Donc, l'économie doit être compétitive, l'économie est concurrentielle. Donc, on fait cas de vous en fonction de ce que vous savez apporter. Et donc, nous sommes un pays à potentialité énorme, mais nous ne sommes pas encore parvenus à pouvoir exploiter rationnellement toutes ces potentialités dont nous sommes détenteurs. Il est important que tous, pas simplement le leadership politique, pas simplement le président de la République à qui nous adressons ici nos hommages les plus déférents, mais aussi le gouvernement dans sa globalité, toutes nos institutions, et même chacun, partout où nous sommes, la société civile, les institutions d'appui à la démocratie, chacun de nous est appelé à pouvoir conjuguer ses efforts pour qu'ensemble nous puissions, en tant que République démocratique du Congo, connaître l'émergence économique qui va d'ailleurs soutenir évidemment tous les aspects politiques de ce que nous faisons. Mais lorsque la politique fonctionne normalement, l'économie suit et nous pouvons en ce moment-là avoir un environnement politique qui soit propice et digne de consacrer les énergies vers le développement que nous attendons et que nous voulons tous. Merci beaucoup. Une thématique très intéressante, monsieur le journaliste. Je voudrais encore, comme je l'ai dit dès le départ, vous remercier parce que venir auprès de nous pour nous interviewer, après avoir reçu Willy Kalenga, et que je remercie en passant parce qu'il m'a contacté pour cela, je lui ai dit que je pouvais avoir un peu de temps pour intervenir au niveau de cette émission grand format. J'ai dit tout simplement que nous avons toujours eu l'habitude de parler de notre indépendance politique. C'est vrai que c'est à l'approche et là nous fêtons notre indépendance de cette année. Nous commémorons cette année de souvenance de notre indépendance dans les conditions particulières parce que nous sommes en insécurité à cause des attaques et de la rébellion à l'est de notre pays, mais que tous les Congolais, nous devons unir nos efforts maintenant en ce qui concerne cet aspect des choses pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui se trouve sur l'étendue de notre territoire, pour que notre intégrité du territoire soit consacrée. Et politiquement, ces efforts, on les voit conjugués dans tous les sens. Tout le monde condamne ce qui se passe et tout le monde est d'accord qu'il va falloir que la République démocratique du Congo reprenne du poil de la bête et que le développement devienne aujourd'hui une réalité. Sur le plan économique exactement, il y a beaucoup d'efforts qui se trouvent être entrepris parce que
avoir une indépendance économique, c'est disposer de ressources nécessaires pour pouvoir affronter évidemment toutes les difficultés que l'on peut avoir. Aujourd'hui, nous avons la conception d'un État qui n'est plus l'État gendarme, qui n'est plus l'État simplement diplomate, sécuritaire, mais l'État est devenu providentiel, l'État est devenu pourvoyeur, l'État est économiste. Pour que cet État intervienne de manière efficace, il faut qu'il soit muni des outils importants, notamment les finances qui peuvent lui permettre d'agir. Alors je vois les efforts qui sont en train d'être fournis aujourd'hui. Vous voyez au ministère des Finances avec FinAlert, la possibilité de pouvoir orienter et canaliser toutes les ressources du Trésor public vers les caisses de l'État afin d'agir réellement. Nous voyons les efforts fournis par les régies financières, en tête desquelles on voit la DGI avec les chiffres éléphantesques qui ont été évidemment consentis en termes de statistiques par réalisation pour ce qui se passe au niveau de la DGI et des autres régies financières, sous cette impulsion du ministre des Finances, avec un travail de taille qui est en train d'être réalisé. Mais nous avons aussi exactement le travail de contrôle, la police de contrôle des finances, effectuée par l'inspection générale de finances, qui s'occupe de l'aspect du contrôle administratif, à côté de quel on a le contrôle juridictionnel de la Cour de compte, même le contrôle politique et parlementaire exercé par le législateur qui non seulement devra édicter les lois, mais aussi contrôle la gestion financière publique. Alors, tous ces efforts sont fournis à travers ces genres de services et je vois les inspecteurs des finances de la RDC que nous sommes en train de former en ce moment et autour de cette volonté de pouvoir imaginer exactement que ce qui est à l'État appartient effectivement à l'État et que tous les États du monde se sont toujours battus pour pouvoir réprimer, sanctionner ceux qui s'adonnent à des mécanismes de prédation, des prévarications, des détournements de fonds publics pour que plus les moyens financiers de l'État vont être orientés vers la caisse du Trésor public à travers l'impunité, la consécration de la justice, l'état de droit dont on parle, que chacun puisse se munir de cette réalité pour que sur le plan économique, nous puissions connaître un véritable décollage économique voulu et attendu de tous.